Nous sommes vendredi 1er décembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Favara, bonjour. Bonjour Président Kabori, bonjour juge Bouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Jiva, bonjour. Président Kabori, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette 5e et dernière convocation de la semaine, 2 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question du séjour du chef de l'État à Gawa où il a échangé avec les forces vives et effectué la pose de la première pierre d'un centre hospitalier régional universitaire. Et en seconde partie, il sera question de l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel avec la concertation des ministres en charge des affaires étrangères à Bamako. Et voici donc pour le menu de cette 5e audience et tout de suite les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Ce qui retient notre attention, c'est ce communiqué qui condamne les... comment on appelle ça? Excusez-moi, le communiqué qui condamne le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, donc nos autorités ici ont rencontré les autorités onusiennes en poste pour effectivement marquer leur désapprobation vis-à-vis de ce communiqué qui a été signé à Nairobi, depuis le bureau de Nairobi au Kenya. Alors, ce que je retiens, c'est que le communiqué dit que ce communiqué publié le 29 novembre est axé sur les attaques récentes à Guibo, fait une assimilation entre les terroristes qui endeuillent le pays avec un sujet de droit international. Effectivement, sur la question de la lutte contre le terrorisme, en lien avec les questions de droit international humanitaire, il y a beaucoup de débats là-dessus. Entre c'est quand même les dénominations. Il y en a qui les appellent les entités étatiques non armées, au niveau du système des Nations Unies. Donc, vous trouvez, même pour qualifier les groupes armés terroristes, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde en termes de choix, en termes de choix de mots. Donc, il y a plusieurs autres appellations que ces gens ont choisi pour pouvoir attribuer aux groupes armés terroristes. Compte tenu également que certains qui sont dans l'humanitaire, dans le cadre de leur mission, arrivent aussi à donner parfois des assistances à des personnes qui sont dans des zones très rouges, sous emprise des groupes armés terroristes. Mais vous ne pouvez pas faire ça également sans parler au maître des lieux. Donc il y a parfois des rencontres qui ont lieu, mais compte tenu des dispositions en la matière, vous ne devrez pas dire où vous les avez vus, qui vous avez vu, ceci ou cela. Bon, c'est ce qui fait que les véhicules de l'humanitaire ne prennent pas un agent des forces de défense et de sécurité, encore moins une arme. C'est interdit. Ils ne prennent pas. Même ce n'est pas permis. Donc, pour montrer patte blanche que ces organisations ne sont dans l'un ou dans l'autre camp. Mais j'ai dit, ça pose véritablement un débat. Parce que ce n'est pas des rébellions en tant que telles. C'est des terroristes et comment on appelle ça, qui revendiquent parfois des portions, qui ont des revendications parfois religieuses, parfois ceci ou parfois cela. Donc, est-ce que le droit international humanitaire s'applique dans ces conditions? Question. Et donc, c'est un sujet qui est sur la table et c'est un sujet qui a débat. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'effectivement le Burkina Faso fustige ce communiqué, fait savoir qu'il n'est pas content, mais je dis bien au sein de ceux qui sont dans l'humanitaire et au sein de ceux qui sont dans les questions des droits de l'homme et les gouvernants, ce sujet est toujours à débat. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va être épuisé, compte tenu de la délicatesse et de la spécificité du sujet. D'accord. Alors, juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, moi, c'est la publication de la BAD hier, Banque africaine de développement, concernant les prévisions de croissance pour ce qui est du continent. Ils ont revu un peu, on va dire comme ça, les éléments à la baisse. De 3,8, on est passé à 3,4
de taux de croissance globale pour ce qui est du continent. Et quand on regarde, les raisons sont bien claires. C'est les questions climatiques, les effets encore de la Covid, donc avec l'onde de choc, et puis aussi les questions géopolitiques qui impactent fortement. Et quand vous regardez la partie ouest africaine, c'est-à-dire notre sous-région, est aussi plus qu'impactée. Parce que si vous avez un taux de croissance moyen pour ce qui est du continent arrivé à 3,4%, alors que pour ce qui est de l'espace ouest africain, on est à moins de 3%. Donc ça veut dire que on est moins que la moyenne la moyenne continentale. Donc ça veut dire que c'est un peu plus compliqué. Donc ça s'explique aussi par les réalités géopolitiques que nous avons ici, qui sont très fortes, avec évidemment le coup d'État que nous avons connu, les impacts aussi sur les questions de gestion et de coopération que nous avions avant. Et puis quand vous regardez, ce qui est intéressant au moins, c'est que le continent continue de rester quand même, à part l'Asie, à rester quand même en tête pour ce qui est du monde sur la question de croissance. Donc, ça veut dire que l'Afrique garde toujours son potentiel très important, qui est celui prometteur, mais qui subit aussi le contre-coup de tout ce que l'on a comme avatar sur le plan mondial et ses effets pervers. Mais bon, c'est un continent qui continue de rester résilient. Voilà. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a séjourné à Gawa, dans la cité de Bafouji, les 29 et 30 novembre. Plusieurs activités y ont été menées par le chef de l'État, dont la pose de la première pierre d'un centre hospitalier régional universitaire à Gawa. Jujva, enfin, le projet de construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa a vu le jour. Bon, vous dites enfin. C'est bien de dire, bon, parce que pour ceux qui connaissent un peu, c'est des choses qui sont attendues depuis, et voilà. Maintenant, on n'en est qu'à la pose de la première pierre. Et on espère qu'avec la rigueur que l'on connaît au régime actuel, peut-être que les choses vont se faire très vite. Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été lancés. Très récemment, ce dont on parlait la semaine passée, c'était bien la question de la raffinerie. Et avant ça, il y a eu beaucoup d'autres projets qui ont été lancés. Maintenant, comme on est souvent habitué à des comment on appelle cela, à des retours sur des taux de réalisation insatisfaisants, avec des explications données souvent par l'entreprise qui a à charge de piloter le projet. Donc, ça fait que souvent les délais au Burkina, c'est souvent quelquefois des comment dire cela, c'est des espoirs vendus. Et après, à la réalité des choses, on se rend compte que ça peine. Alors que là, on parle de centre hospitalier. Vous savez, aller un peu loin de notre capitale ou bien des grandes villes comme Bobo du Lasso ici, vous allez voir ce qu'est la réalité sur l'offre sanitaire. Elle est vraiment c'est dit que c'est peu que de le dire, hein, mais je ne vais pas dire que c'est pas inexistant, non, mais c'est que quand ça existe, ce n'est pas de qualité forcément, parce que les moyens sont tellement difficiles et la demande est tellement forte. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est important. La guerre que nous sommes en train de mener, elle a plusieurs fronts, où elle est pluridimensionnelle. Il y a la question militaire, mais il y a la question essentiellement de développement qui va avec les offres en santé, les offres dans beaucoup de domaines où les populations en définitive se sentent concernées parce qu'ils se disent il y a un pays qui pense à eux, parce qu'ils consentent tous à payer l'impôt, à payer des taxes et tout, mais ils ne peuvent pas accepter d'être des éternels oubliés. Et ce type de projet, c'est des éléments qui viennent aussi pour vous rappeler que bon, il y a des efforts qui sont faits vous concernant et qu'il y a des alternatives qui peuvent être construites. Pas que dès que vous avez un problème, arrivé à un certain niveau, il faut qu'on vous envoie à la capitale. Alors qu'on sait, pour ceux qui quittent ces contrées-là, comment c'est pas facile. Nous-mêmes qui sommes dans la capitale, on sait quand il y a un gros problème de santé et tout, vous savez comment vous casquer. Mais quelqu'un qui quitte très loin et qu'on emmène à chaque fois-ci, parce que le problème qu'il a ne peut pas être réglé sur place, parce que les plateaux techniques, les moyens humains, souvent ne sont pas en capacité pour répondre. Donc pour moi, c'est déjà assez bien. Voilà, comme je le disais, maintenant il faut mettre toute la rigueur pour que ça arrive dans les délais.
à livraison et que les populations se retrouvent aussi heureuses à travers le projet lui-même. Alors, juge Bougma, la pose de la première pierre pour la construction du centre hospitalier régional universitaire est enfin une réalité. On sait que c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui et qui peinait à voir le jour. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Oui, effectivement, Gawa, Guibo, Dori, il y a ces localités au Burkina qui étaient considérées comme maudites, excusez-moi du terme. Vous êtes un fonctionnaire de l'État au Burkina, donc vous envoie là-bas, c'est une affectation, sanction. Il n'y a pas d'autre explication. Donc quand vous arrivez aussi là-bas, vous êtes frustré. Vous frustrez aussi ceux que vous êtes venus servir. Voilà. Gawa, docteur Émile Paré, peut en parler. Quand il y a eu des mésententes sur le plan politique, c'est à Gawa qu'il a été muté et oublié. Il y a fait de nombreuses années avant de venir à Ouagadougou, à l'inspection médico-scolaire, pour pouvoir router là-bas et après se retrouver au centre médical au niveau de Goungay. Donc, en fait, je vous sa parenthèse parce qu'il en a souvent parlé de comment est-ce que c'était perçu. Donc, quand déjà on vous envoie là-bas comme une sanction, ça veut dire quoi? Que vous partez servir je sais pas qu'est-ce qu'on a. Il n'y a pas, malheureusement, on était arrivé à cela. Alors que dans d'autres pays, pour ce qu'on affecte dans les zones rudes, il y a une émulation. Comme vous acceptez d'aller dans les zones dont le climat est sévère, soit dans la chaude chaleur ou dans le froid intense, il y a des émoluments. Vous n'êtes pas traité au même niveau que celui qui est dans des zones où le climat est véritablement favorable. Il y en a qui font le choix compte tenu des émulations qui vont avec. Donc ce n'est pas étonnant que c'est maintenant qu'on ait la pose de cette première pierre. Alors que vous regardez Ouagadougou, à moins de 100 km, il y en a qui ont déjà leur hôpital régional et puis ça marche. Alors que c'est pas loin, c'est un jet de pierre. Comparaison n'est pas raison, que ceux du plateau central m'excusent, mais Zinari Ouagadougou, ça combien de kilomètres? En termes d'urgence, pour celui qui doit quitter Zinari, rallier Ouagadougou, et celui qui va quitter Gawa pour rallier soit Bobo Dioulasso ou Ouagadougou pour des soins, c'est pas aussi évident. Surtout pour certains soins comme la dialyse dont on parlait docteur Sanou la dernière fois. Donc j'ai dit c'est des questions de santé, c'est sensible, mais je prends les situations géographiques. Je n'ai pas dit que ceux du plateau central n'en ont pas droit. J'ai dit en la matière il y a des priorités. Et puis Gawa a longtemps été chef-lieu de province avant d'être chef-lieu de région. Gawa a abrité le 11 décembre. Gawa, c'est également une localité symbole dans le cadre de la lutte contre le colon. C'est toute une localité symbole. Et même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, voyez-vous ce que ces populations de là-bas ont montré comme résilience. Donc, mais on ne comprend pas. Donc quand vous me demandez est-ce qu'on en sait un peu plus, parce qu'il n'y a pas d'explication. Je pense que c'est la volonté politique qui a manqué. Ce n'est pas une question de ressources, parce qu'on a également envoyé dans d'autres localités. Et le projet date de 2021 tout de même. 2021, c'est tout à côté, Président. Gawa est chef-lieu de province depuis quand? Gawa est chef-lieu de région depuis quand? Si on doit tenir compte de la situation géographique et tout, je pense quand même que... Et de l'ancienneté administrative, qui font partie aussi des critères sur le plan administratif. Ce ne sont pas des éléments et des détails à négliger. Donc, 2021, 2023, c'est 2 ans. Si c'est ça, je vous dis que c'est n'a que 2 ans pour réaliser, pour qu'il y ait la pose de la première pierre. Parce que, comme il y a toute une chaîne comme on appelle ça, d'intervention, il faut faire les études d'impact environnemental en temps normal, les études de faisabilité, il faut faire tout ça, déposer le dossier, commencer à chercher les financiers, et puis notre administration étant lourde et très lourde en procédure, et puis 2021, projet de 2021, en 2022 on a eu un coup d'État, 2022 2 coups d'État. Donc tout ceci, ça a retardé le projet. Il y a eu des bitumages de voir que le président Kaboré ou son premier ministre ou son ministre des infrastructures, ils ont lancé. Mais jusqu'à présent, les travaux ont été lancés. Les premiers ronronnements des machines, on l'a entendu. Et après, il y a eu un coup d'État. Et jusqu'à présent, ces chantiers sont bloqués, ça n'a plus bougé. Donc, si c'est un projet de 2021, c'est sûr que l'instabilité sociale et politique également y a été pour quelque chose dans le début des travaux, finalement en 2023. Et pour beaucoup d'autres projets,
on est dans ça. Voyez-vous même qu'il y a des projets qui ont été stoppés, qui ont commencé mais qui ont été suspendus parce que le partenaire financier dit bon, je ne finance pas dans ces conditions. Surtout qu'il y a eu encore un deuxième coup d'État. Il y a eu des chantiers d'infrastructures qui ont été mis aux arrêts. Donc, voilà. Donc, on en sait un peu plus. C'est sûr qu'il y a les troubles sociopolitiques qui s'y ont invités. Il y a les questions administratives. Et puis, bon, il y a aussi les questions de finances. D'accord. Alors, juge Geoffroy Vara, tout de même, c'est de 2021. Le juge Bernard Bougmé expliquait tout à l'heure un peu les procédures liées un peu aux lenteurs administratives et aussi les soubresauts que le Burkina Faso a connus. Mais déjà, on se souvient qu'en 2021, l'assurance avait été donnée par les PTF plutôt, à l'endroit du ministre Charles Maille à l'époque, en guise de garantie pour leur accompagnement. Qu'est-ce qui justifie la plupart du temps ce retard que l'on a par rapport au démarrage d'un certain nombre de projets? C'est les réalités de nos administrations qui sont caractérisées souvent par des lenteurs. Il y a aussi la volonté politique, parce que c'est elle qui affirme la volonté de réaliser, la volonté de traduire l'idée, le souhait en projet concret. Et puis aussi, il y a les questions de moyens. Parce que, disons, le tout net, depuis combien d'années nous sommes dans la question sécuritaire avec ce type de terroriste-là. Et les gens diront ce qu'ils veulent, mais la question de la mobilisation des moyens pour le front, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On sait ce que le régime de Roch Kaboré a consenti pour que nous allions en guerre. Maintenant, on peut faire le débat de la corrélation entre investissement dans le matériel et résultats sur le terrain. Ça, c'est un autre débat. Mais regardez les différentes lois qu'on a lues, programmation militaire et autres. Regardez comment les budgets sur les questions de sécurité et de défense ont explosé. Ça veut dire qu'il y a après, dans le jeu de péréquation comme des coefficients à apporter, celui de la sécurité était très fort. Donc pour les questions de développement, on a un peu lésiné. Il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels on était un peu... voilà. Donc ça fait qu'il y a des projets qui en pâtissent. C'est des éléments, pour moi, d'explication logique qu'on pourrait avoir. Mais pour moi, c'est... bon, c'est passé. Maintenant, on a la pose de la première pierre. Ce qu'il faut espérer, c'est la livraison maintenant d'un hôpital aux normes. Et quand vous regardez, pour moi, c'est l'ambition aussi qui est intéressante. Ouais. Parce que très souvent, bon, construire des hôpitaux, quelquefois je ne vais pas dire pour en construire, mais presque pour dire que bon, on a ouvert un centre hospitalier, on vous a offert un centre hospitalier. Et quelquefois, c'est que dans le projet, on ne prend pas en compte les réalités nouvelles, tant et si bien que c'est déjà dépassé, même quand c'est livré. Là, on parle d'un hôpital livré clé en main. Et je pense que c'est Ellipse Project qui a le projet. Une capacité de plus de 300 lits. Voilà, 306 lits d'ailleurs, pour être plus précis. Ils ont dit c'est 306 lits, c'est 45 milliards de francs CFA. On parle par exemple des scanners, 64 barrettes. Celui qu'il y a aussi à HR, c'est seulement 16 barrettes. Donc vous comprenez un peu en termes de possibilités plus affinées ce qui sera offert. Et le ministre disait aussi qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit seulement que de l'offre de santé généraliste qui soit donnée. Ils vont même jusque dans des spécialités. Il les a même cité, lui qui est du domaine. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne vient pas construire juste un hôpital pour en construire, et puis les gens ils viennent quand ils ont des problèmes. Quand ça atteint certains stades, on dit venez à Ouaga, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas ça. Lorsqu'on décide de construire des hôpitaux dans les zones reculées, il faut leur donner les moyens techniques, humains, de pouvoir là-bas régler les problèmes qui y sont. Pas, voilà, n'en faire que de nom, et puis après quand c'est compliqué, il faut forcément revenir sur la capitale. C'est vrai que c'est normal, il y a des éléments qui sont tellement complexes que quelquefois c'est les plateaux techniques les plus avancés, il faut venir un peu plus loin, mais il faut au moins qu'on puisse avoir des spécialités là-bas. Il faut qu'au moins on ne soit pas que dans du généraliste, il faut au moins que là-bas on ait des plateaux techniques qui soient quand même assez avancés. Et c'est la garantie en tout cas que le ministre a donnée. C'est pour ça que moi je trouve ça intéressant. Maintenant, il faut toute la rigueur, comme j'ai dit, pour comment est-ce que les choses vont être menées. Et puis, vous savez, c'est le sentiment aussi, souvent des populations, de voir ce type de projet se dire que,
vraiment ça bouge. Mais je crois aussi que c'est je ne vais pas parler de marketing, parce que là, on n'est pas dans cela. C'est un bon point. C'est un bon point pour le régime en place. Pourquoi? Parce que on est dans souvent la lecture de ce que tout est devenu effort pour la guerre. Le tout sécuritaire. Voilà. On a comme cette impression. Et regardez ces derniers temps, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans la question, pas essentiellement non sécuritaire, pour dire que on fait la guerre, mais on sait que les Burkinabés ont d'autres besoins aussi, et auxquels il faut répondre. Parce que derrière, c'est le délaissement là qui donne des oreilles sensibles à certains messages. Et pour éviter le délaissement, il faut aller sur les questions de développement. Il faut aller sur des questions qui améliorent le quotidien des Burkinabés. Parce que vous allez libérer du territoire, mais celui qui revient et qui les occupe, il vit comment? Si vous le mettez dans une situation de précarité telle et qu'il n'a plus d'espoir, il devient encore quelqu'un de recrutable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous aurez installé, que des gens pourront venir endoctriner, et puis qui retrouvera dans le camp de l'ennemi, comme on a vu à Djibou, des gens comme des zombies en train de marcher, venir vers un camp. Et je crois que c'est ça, les questions de développement, c'est le nœud gordien. Et quand on voit ce type de projet, c'est intéressant, au moins on n'entend pas que du militaire, tous les efforts c'est seulement pour aller au front, tous les efforts c'est parce que ça c'est important, c'est vrai, mais il y a aussi un régime qui pense aussi aux besoins des populations, et pour moi ça c'est important. Le juge Ofavara le disait tout à l'heure, cette pose de première pierre vient rappeler que le gouvernement, au-delà des questions sécuritaires, pense aussi aux questions de développement. Oui, ça c'est peu de le dire. C'est même lié. Et d'ailleurs, le chef de l'État avait dit, bon, lui, il allait s'occuper des questions sécuritaires et son premier ministre, donc avec le gouvernement, va s'occuper des questions de développement. Donc, c'était comme un partage de rôle équitable. Bon, sauf que à l'application terrain, c'est pas aussi évident pour la responsabilité de chacun. Maintenant, pour effectivement revenir à ce que vous dites, effectivement, il y a un lien. Quand on regarde comment les choses sont organisées, il y a même l'APEC. A été créé dans ce sens-là, la promotion outrancière de l'actionnariat populaire participe de cela. Il y a eu déjà une pose de première pierre pour une usine de transformation de la tomate à bobo dans le cadre de l'actionnariat populaire, la pose de la première pierre pour l'usine de raffinage de l'or, ça a été fait, mais ça ce sont des réponses à donner sur les questions de développement. Des infrastructures routières également ont été lancées. Donc, tout, parce que ça a été, parce que le terrorisme aussi également a un visage de pauvreté. Donc, des jeunes qui ont été appâtés parce que bon, vous êtes sans emploi, vous désœuvrez, et puis vous n'avez pas encore vu un bon billet, on vous tend un billet de 10 000, vos yeux brillent. Donc, beaucoup également ont été enrôlés dans cette affaire-là. Et il y en a qui ont utilisé le déséquilibre infrastructurel comme élément de mobilisation pour nourrir les questions de la lutte contre le terrorisme. Et donc, les deux vont ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut travailler à ce que, au nom de la lutte contre la sécurité, comme on appelle ça, l'environnement économique ne soit pas verrouillé, ne soit pas étouffé. Parce que si c'est étouffé, avec le coût des produits, ça ne va pas être vraiment simple pour les populations qui en souffrent déjà. Donc, effectivement, il y a un lien, et ça, c'est peu de le dire. Alors, juge Ofavara, également, il n'y a pas eu que cette pose de première pierre. On a vu le chef de l'État qui a aussi échangé avec les forces vives du Sud-Ouest. Ce genre d'exercice est courant quand on regarde un peu les différents régimes qui se succèdent. Qu'est-ce que vous pensez de cet exercice à travers lequel on arrive à recueillir les préoccupations des populations et aussi à passer des messages? Vous savez, le principe aussi, c'est que vous pouvez être informé d'une façon ou d'une autre de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui on a les questions de concentration ou plus de décentralisation, où l'État est représenté par des personnes morales, des personnes morales de droit public qui sont donc qui lui répercutent l'information sur les besoins, les réalités et autres. Mais vous savez, c'est que les esprits sont ce qu'ils sont, et on ne peut pas en vouloir qu'on lise quelquefois
l'inconfort ou bien les insatisfactions par le fait que peut-être que celui qui doit avoir la solution n'est pas au courant de mon problème. C'est comme ça que très souvent on a les lectures. On se dit, si je souffre, je sais que c'est que celui qui est ici là, il ne dit pas bien ma souffrance là à l'autre. Mais peut-être même que ce n'est pas ça. Il y a tellement d'éléments qui sont rapportés que souvent gérer nos états, comme j'aime à le rappeler, c'est quelquefois être partagé entre le primordial, le nécessaire, le prioritaire. Vous ne savez même pas. Si vous prenez le prioritaire, vous laissez le primordial et le nécessaire. Vous prenez le nécessaire, vous laissez le prioritaire et le prioritaire et le primordial. Donc parce que vous êtes en train de gérer des urgences. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu comme ça que nos états sont. Donc celui qui n'a pas son problème résolu, soit il s'est dit, vous l'avez oublié, ou mieux que celui qui est là, qui représente l'État, ne donne pas la bonne information au chef. Donc quand il y a l'opportunité que le président se déplace, quand il y a l'opportunité que l'apporteur de solutions se déplace, c'est toujours bon qu'il y ait cette prise de langue directe. Parce que ça se fait aussi sans langue de bois, ça se fait aussi avec le sentiment de la vérité, ça se fait aussi avec la sincérité. Et puis, c'est le moment aussi pour l'autorité de montrer qu'il continue de demeurer proche de ses administrés. Et donc, pour moi, c'est des éléments qui ont tout leur sens. Ils sont nombreux à n'avoir jamais vu leur chef d'État. Le voir déjà même, c'est quelque chose. Ça, il faut qu'on comprenne. Nous, c'est vrai, on est journalistes, on a l'habitude de voir les autorités, quelquefois même d'échanger avec, de leur poser des questions. Mais je vous dis, c'est pas tout le monde. Il y en a, c'est dit, voir l'autorité comme ça là, c'est déjà quelque chose. Lever la main, se lever, donner son nom, et puis lui poser la question directement, c'est quelque chose. Et que l'autorité lui réponde, c'est quelque chose. Donc, c'est des exercices qui ont tout leur sens. Et c'est le moment aussi, quelquefois pour l'autorité, de revenir sur certaines questions du moment, dont l'opportunité de la séance permet des éclaircissements. Donc, il répond à ceux qui sont là, et il répond aussi en même temps à ceux qui ne sont pas là, sur certaines questions qui sont dans les esprits de la masse. Donc, c'est des éléments qui ont tout leur sens, et pour moi, c'est souvent très important. Et même, ce qui est intéressant aussi, que ça finit aussi souvent par trahir les mauvais représentants de l'État. Parce qu'il y en a. Le monsieur, il est assis, il est le petit roi là-bas. C'est lui qui dit tout, non, c'est bon, ça va. Yo, c'est ça. Non, c'est géré, ça va. Ici, non, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a problème. Et le moment où quelquefois, c'est-à-dire le président ou l'autorité à un niveau vient s'en rendre compte, et se dit, mais attends, mais pourquoi tu ne m'as pas expliqué tout ça? Au plan de la déconcentration, ils sont tous même nombreux. Vous avez le gouverneur, vous avez le maire et des fois le préfet. Mais ce qui nous met dans des problèmes là souvent, c'est ça. Mais vous parlez de gouverneur, préfet. Même aller à la présidence, ces conseillers là, vous pensez que c'est tout le monde qui dit les bonnes choses à l'oreille, ou bien ce qui est. Il y en a qui sont tombés parce qu'ils n'ont jamais. Après, quand vous au détour d'interview, vous découvrez que en fait la personne était dans une bulle. La personne était dans une bulle. Mais quand on dit être dans une bulle, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on entretient l'écosystème autour de vous, mais qui n'est pas la réalité. Parce qu'on ne vous dit pas ce qui est. Quand vous avez l'opportunité d'entendre votre peuple, sachez que c'est une occasion majeure. Et pour moi, ça, c'est des moments aussi qui se matchent. C'est des moments aussi qui réveillent. C'est des moments aussi qui piquent. Et c'est des moments où vous avez la claire lecture du ressenti sur les politiques que vous mettez en place. Donc c'est des opportunités. Juge Bougma, quelle est votre appréciation par rapport à ce type d'exercice où le chef de l'État, quand il se rend dans une localité, échange avec les forces vives la plupart du temps, il recueille un certain nombre de préoccupations? Non, c'est puisque c'est devenu une tradition. Donc il y en a aussi qui ont besoin de ça pour se montrer, pour se produire comme on le veut. Sinon, ce n'est pas des préoccupations que le chef de l'État ne connaît pas.
Autrement dit, on poserait la question de savoir le gouverneur, il faut quoi là-bas? Celui de la délégation spéciale, il fait quoi là-bas? Mais il y a cette réalité dont parlait le juge Geoffroy Vaha. Il en arrive souvent où le chef de l'État, en y arrivant, découvre un certain nombre de réalités qu'il ignorait. Pas beaucoup. Parce que les mêmes l'avons embelli la situation pour le lui présenter. C'est peut-être maintenant, parce qu'il y a longtemps j'ai assisté à ce genre de rencontres. Parce que ceux même qui vont prendre la parole pour poser les questions sont triés sur le volet, les questions ont été rédigées et remises. Forum de la jeunesse, journée nationale du paysan, et j'en oublie, comment on appelle ça, le 8 mars, les personnes qui doivent poser les questions sont formellement identifiées à l'avant. Les questions ont été rédigées et l'heure ont été remises avec instruction de lire exactement la même question. Et on embellit l'endroit, tout est propre, tout est nickel et tout. Vous demandez aux étudiants quand ils devaient rendre visite au restaurant universitaire. Non, les mêmes l'avons préparé l'embellie. Ils vont embellir ça avant son arrivée. Faire en sorte que les personnes qui doivent donner une voix discordante, on ne leur donne pas la parole. Sauf si ça change, parce que j'ai dit il y a longtemps, j'ai participé à ce genre d'exercice. Et quand il y a des comptes rendus, ce genre de propos parfois qui ne sont pas bien à entendre, sont coupés des reportages ou éliminés, ça oui, traité. Voilà, donc comme il y a longtemps j'ai pris part à ça, ça allait me permettre de donner une lecture saine. Mais c'est pas aussi évident que l'autorité elle puisse toucher du doigt les réalités. Les vraies réalités, si vous me permettez, les vraies réalités pour comme le disait quelqu'un lors de ces visites-là. Mais pour Gawa, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même un rattrapage pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui était attendu, mais qui s'était fait représenter par son ministre de la Défense. Et les autorités coutumières avaient dit qu'elles avaient des solutions pour le terrorisme, mais comme le chef de l'État n'est pas venu, et que le ministre de la Défense prenne à les transmettre. Et les Gawalais n'avaient pas apprécié ce rendez-vous manqué, parce que le chef de l'État était à Kaya, il a été à Bobo, il a été, Gawa c'était une attente grandeur nature, il n'était pas parti. Et ça, c'était resté un peu en travers de leur gorge. Donc je pense que là, ils profitent, comme on appelle ça, régler ça. Mais si c'est pour toucher du doigt les réalités à Gawa, ça, je ne pense pas que c'est lors de ces rendez-vous-là. Ça permet à des gens de poser des questions. Le temps peut être libéré pour que les gens disent réellement des choses. Mais maintenant, la question, c'est l'après. Quand vous réunissez tout ça, vous revenez dans votre cabinet à Ouagadougou, où vous êtes assailli par les urgences, par des coups de fil. Il y a des chefs d'État qui veulent vous parler. Il y a vos conseillers qui vous attendent. Il y a quoi? Il y a le conseil des ministres à présider. Il y a ceci, il y a cela. Toutes ces propositions et toutes ces bonnes intentions qui ont été notées là, pour le suivi et l'application, il faut vous lever matin bonheur. Maintenant, ce sont les phalanges qui devraient pouvoir le faire. D'où peut-être le rôle de l'entourage, les chargés de mission et autres qui l'accompagnent dans ses sorties. Oui, ce que vous dites est vrai. Mais je parle de suivi. Après le suivi, on fait comment? Qui s'occupe de quoi? Parce que le chargé de mission, il a été avec vous pour la mission. Il a préparé la mission pour que tout se déroule bien. Le conseil technique vous a conseillé. Mais après, il y a ceux qui doivent prendre le lead de l'exécution. Au niveau du gouvernement, il y a un ministre des infrastructures, il y a un ministre de la santé qui va suivre, il y a celui de l'éducation, en fonction de la problématique qui a été soulevée. Mais sur le plan terrain, il y a également un gouverneur qui est là, à qui aujourd'hui on se pose la question, il porte quoi? Qui porte les vrais projets de développement au niveau régional? Le gouverneur ou le président du conseil régional? Qui? Les deux se marchent sur les pieds par rapport à la légitimité, par rapport à choses. Voilà. Donc, après, aujourd'hui, nous sommes en délégation spéciale. On a commis l'erreur de 2014-2015 de dissoudre encore les collectivités territoriales. Donc, on a des présidents de délégations spéciales dont les pouvoirs sont limités par rapport aux questions économiques, par rapport aux questions de développement. Et en dessous, on a le préfet. Vous dites? En dessous, on a aussi. Oui, c'est la même chose, puisqu'on a enlevé tout ce qui est. On a enlevé la. En fait, on est dans une déconcentration mélangée à une décentralisation. Quand vous prenez la délégation spéciale, le préfet, le haut commissaire sont issus de la déconcentration. Mais maintenant qu'il devient président d'une délégation spéciale pour les questions de décentralisation, on fabrique un collège avec les représentants de cette entité qu'on appelle les forces vives, les personnes âgées, les religieux, les associations de femmes, les associations de jeunesse. On fait ce fourre-tout là et on met qui tiennent également des sessions pour délibérer sur des questions, mais
jusqu'à quel niveau et avec quelle légitimité pour rencontrer des partenaires, discuter projets d'envergure pour la commune, pour la commune, pas le département, pour la commune. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez maintenant un préfet ou un commissaire qui préside aux destinées de la commune. Et également qui doit présider aux destinées d'un département, parce que le département aussi n'a pas été supprimé, puisque le préfet aussi est là. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est dans cette mixture là et qui après maintenant va porter les promesses qui ont été tenues par le chef de l'État pour être exécutées. Les doléances de l'hôpital régional ne datent pas de maintenant. Lors de la célébration du 11 décembre à Gawa, aux premières heures, parce que quand le chef de l'État est arrivé, je pense que c'était Kaya qui abritait le 11 décembre, après c'était Gawa, si ma mémoire est bonne, ça a été soulevé. Mais ce n'est qu'en 2021 que les choses ont connu, voilà, il y a eu ce coup de fouet qui a été donné. Après on regarde, c'est quel projet d'envergure qui tient à cœur les populations pour qu'on réalise, pour régler un peu un problème, on passe à autre chose. Puisque la décentralisation n'a pas aussi permis que les communes puissent effectivement élaguer de vraies politiques de développement de proximité. Parce que la marge de manœuvre, elle est réduite. C'est maintenant qu'on permet aux maires d'aller négocier des projets PPP. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Mais ailleurs, allez-y regarder ce que des maires ont réussi à faire dans leur commune. Abidjan est là à côté. Où vous partiez, il y a des quartiers qui étaient vraiment délabrés. Il y avait un problème d'assainissement quand il pleut. Mais compte tenu de la liberté des marges de manœuvre, c'est réglé. Regardez Ouagadougou, les maires d'arrondissement ont quoi comme budget? C'est le maire central qui défale, qui dit bon, cette année on va mettre des goudrons dans telle localité, dans tel arrondissement, dans tel arrondissement. Vous attendez prochainement. Donc le maire a un peu fini son mandat de 5 ans sans qu'il n'ait eu une rue de la mairie dans un des arrondissements. Mais le maire d'arrondissement n'a pas cette facilité, il n'a pas de prérogative. C'est pourquoi d'ailleurs je dis et je l'assume, moi je ne vote pas les municipales. Parce qu'il n'est pas efficace. Vous votez quelqu'un pour qu'il soit efficace, mais il n'est même pas efficace. Bon, donc ça j'ai fait une digression. Mais maintenant pour revenir effectivement à cette question, c'est de permettre, en réalité l'exercice c'est de permettre que les uns et les autres s'adressent au chef de l'État de façon directe. Et ça n'a pas commencé par le capitaine, c'est depuis de nombreuses années que c'est une tradition pratiquement burkinabé. Voilà. Même quand ils vont à l'étranger, ils rencontrent la diaspora. C'est une tradition burkinabé. Mais après la rencontre qu'est-ce qu'il y a? Le juge Bougma pose des inquiétudes quand souvent la réalisation d'un certain nombre de promesses tenues au cours de ces échanges avec les forces vives. Est-ce que vous partagez les mêmes préoccupations? Oui, moi la suite à donner, c'est sûr, et pour moi évidemment le sérieux qu'on met dans la rencontre en elle-même. Si c'est du folklore, c'est sûr que vous venez vous écouter pour partir, parce que vous veniez faire juste une étape et puis voilà. Mais là, je suis pas trop d'accord avec Bernard. C'est bien de parler peut-être de la fois où, parce qu'il fait allusion à l'ancien président Roch Kaboré, quand il est passé avec le président Macron à l'université. Voilà. Bon. Parce que vous parliez de passage d'autorité à l'université, parce que vous parliez d'échange. Donc pour moi, l'échange qu'il y a eu entre l'autorité et les étudiants, c'était sur Roch Kaboré. Moi, j'ai pas aimé ça. Mais il y a eu celui aussi de l'actuel président, Ibrahim Traoré. Je ne pense pas qu'il y ait eu casting. On a tous vu les échanges qu'il y a eu là-bas. Avec les étudiants. Celui qui voulait parler a parlé. Donc, ça dépend de ce que vous voulez de la rencontre. Si vous n'êtes pas sincère dans la démarche, évidemment, vous allez faire un casting pour prendre ceux que vous voulez, qui disent ce que vous voulez entendre, devant les caméras, et puis après vous levez pour faire quoi? Ça veut dire que ça ne vous intéresse même pas. Ce n'est qu'un folklore pour vous. Mais quand vous êtes sincère et que vous organisez ce type de rencontre, c'est pour écouter. C'est pour savoir si ce que vous savez, vous ne vous trompez pas. Vous et moi je pense qu'on est à 100 lieues, même peut-être à une vie, de comprendre ce qu'est être à une présidence. Et ce que ça demande. Et la façon dont vous êtes coupé. Vous êtes coupé de beaucoup de choses. Où vous appréhendez
les choses par ce qu'on vous dit. Quand vous avez l'opportunité de pouvoir échanger, c'est là où c'est intéressant. Si votre dynamique pour vous, c'est venir encore façonner, c'est que vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Et vous n'êtes pas convaincu du sentiment que les gens ont pour vous. Parce que vous craignez que ça se passe mal. Vous craignez que... Et donc vous essayez de tronquer les choses, d'organiser les choses. Dans ce cas, vous vous trompez. Dans ce cas de figure, je ne sais pas comment une rencontre arrangée, pareil, puisse donner des résultats intéressants. Parce que si vous triez sur le volet, les personnes même qui doivent prendre la parole, et vous avez vos sbilles qui organisent ce que chacun doit dire. Mais donc vous venez écouter quoi? Vous venez écouter ce que vous avez organisé comme mascarade. Mais quand vous êtes sincère avec vous-même, vous dites que vous parlez aux forces vives. Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrangement. Vous partez avec du vrai. Parce que c'est le vrai que vous voulez entendre. Dans ce cas de figure, si c'est le vrai que vous entendez, si vous êtes sincère, vous pensez que quand vous quittez la salle et puis vous partez, c'est des éléments que vous laissez sur le bas-côté? Non, ce n'est pas possible. C'est des échanges qui, la plupart du temps, est organisé par l'entourage et d'où la nécessité de s'entourer de compétences et non souvent de camaraderie. C'est de ça que je parle. Maintenant, c'est ce qu'il dit. Si vous avez... On a vu même sous Sankara. C'est ce que je dis. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous ne vous encombrez pas de fériture. Maintenant, quand vous n'êtes pas sincère avec vous-même et que vous organisez des rendez-vous d'échange dans lesquels il n'y a que de la mascarade, vous voulez quoi après? Parce que vous-même là, vous êtes au début du mensonge. Oui. Vous voulez qu'il y ait quoi après? Que le monsieur vienne prendre les fruits du mensonge là pour aller faire quelque chose? C'est pas possible. Mais quand c'est sincère, vous allez voir des suites. C'est aussi simple que ça. Avec la précision que je vais donner, ce n'est pas le prince qui dit « je veux entendre des voix qui me plaisent ». C'est l'entourage. Ce sont les roitelets qui disent « comme le roi ne doit pas être déplu, nous allons nous faire en sorte que la rencontre se passe bien ». Et c'est eux en réalité qui induisent le roi en erreur. D'où la sincérité du roi dont tu as parlé. Oui, non, vous avez beau être sincère. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sincère, c'est lui qui va vous créer les ennuis. Les arrangements dont je parle là, ce n'est pas Blaise qui a demandé. Non. Je fais partie de certaines délégations à l'étranger. On rencontre la diaspora. L'autorité rencontre la diaspora. Des gens s'expriment de façon franche et honnête. Tout le monde dit oui. Et effectivement, il y a une oreille attentive que l'autorité prête à ces paroles. Elle se lève, je parle de l'autorité, elle rentre à l'hôtel. L'entourage revient pour le briefing avec les autorités de l'ambassade de la localité en question. Ah oui, Excellence, vous voyez, telle personnalité, en réalité, ce qu'il dit a une part de vérité, mais en réalité, il est de l'opposition, il est de telle partie. Ils détruisent même. Ils reviennent faire le travail, ils viennent faire le service après-vente. Ils viennent détruire encore ce qu'il a dit. Alors qu'il avait bénéficié d'une oreille attentive. Non, en réalité, il est militant de temps en temps, il est proche de un tel. En fait, c'est des questions politiques qu'il soulève, c'est l'opposition qui s'exprime. En réalité, ce n'est pas forcément de la conviction. Hein. Sinon, est-ce qu'il peut se permettre même de parler à l'autorité comme ça? Et c'est fini. Donc, ils viennent même détruire encore ça. Maintenant, ici, c'est l'autorité elle-même qui doit se faire une idée de ce qu'elle veut. Sinon, si on va se fier à l'entourage là, elle va toujours embellir pour le prince. Et c'est de ça que moi je parle. Sinon, ce n'est pas le prince lui-même qui dit je veux entendre si je veux que vous m'arrangez les choses. Non, 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 non. Et même à Blaise Compaoré, ils l'ont fait à plusieurs reprises. D'accord, oui, dernière réaction. C'est cette précision sur laquelle je voulais dire. Je suis heureux que Bernard Bougma dise sous Blaise Compaoré. Vous savez, quand vous êtes une autorité là, on ne vous entoure pas. On ne vous entoure pas. Vous vous faites entourer. Vous choisissez votre entourage. Vous choisissez les gens qui parlent à votre oreille. Si vous n'êtes pas sincère et que vous voulez entendre ce qui est dans votre tête là, vous vous faites entourer de personnes qui demain, quand vous serez débarqué là, vous allez vous asseoir pour dire c'est mon entourage. C'est pas votre entourage. Vous vous êtes fait entourer. Tous ceux qui aiment des laudateurs autour d'eux, c'est des gens pas sincères. J'ai pris le cas, parce que c'est bien, il a dit un nom, Blaise Compaoré. Moi j'ai dit un autre nom, Thomas Sankara. Pensez que quand on choisit les gens autour de soi là, quand on est quelqu'un qui a une vision, qui
qui veut quelque chose de bien pour son pays, on a quelqu'un qui est engagé, vous pensez que vous vous entourez des personnes qui vont dire ce que vous entendez, ou bien qui sont dans du faux? Si vous le savez, il y a longtemps qu'ils sont partis. C'est ça la vérité. Tout dépend de l'autorité que vous avez et de son leadership. Je ne veux pas en faire. Si l'autorité, tout dépend de l'autorité et de son leadership. C'est trop facile de dire il était mal entouré, non, on le conseillait mal, ou mais c'est les gens qui étaient autour de lui. Mais c'est des réalités que l'on vit souvent. Il s'est fait entourer. Le vrai leadership là, ça se manifeste aussi dans le choix des personnes qui vous entourent. Sinon c'est trop facile après de venir dire on m'a mal conseillé, ou bien on m'a fait mentir, Vous étiez qui? C'est vous qui décidiez? En présence d'une transition comme la nôtre actuellement, ça se comprend aisément. Mais dans le cas d'une démocratie où quelqu'un a été élu, il est souvent redevable à un certain nombre de personnes. Alors, si vous êtes dans la dynamique de la redevabilité, vous allez partir ensemble. Ça ne va pas dépasser ça. Je n'aime pas polémiquer sur ces questions. Mais le même Thomas Sankara a été induit en erreur. Des gens ont menti à Sankara. Qui a fait prendre à Sankara la décision de licenciement? Ils lui ont menti. Mais il a pris la décision lourde de conséquences. Après, il s'est rendu compte qu'en fait, il a été induit en erreur. C'est l'histoire. Obama, à la fin de son mandat, il a dit que l'erreur, c'était la Libye. Mais dans l'entourage d'Obama, il y a combien qui ont réussi à convaincre Obama de taper la Libye? Il lui-même ne voulait pas. L'entourage a influencé Obama. Vous choisissez des gens, vous êtes comptable de ce qu'ils vont vous faire. Ça, on est d'accord. Il ne se dédouane pas. Il n'a pas dit que moi, on m'a induit en erreur. Il a dit l'une de mes regrets, c'est la Libye. Mais les dessous, que d'ailleurs, quand il lançait l'opération, il est parti en voyage. Les dessous, après, on explique qu'il était même réticent. Des gens sont arrivés à lui convaincre que. Vous parlez des hommes d'État qui ont fait des... Non, j'arrive. Bernard parle d'hommes d'État. Bernard parle d'hommes d'État. J'arrive. Bernard parle d'hommes d'État. Est-ce qu'on fait des erreurs? Est-ce que je peux terminer? Y a-t-il un mandat sans erreur? Oui, on le laisse terminer juste à 15 secondes, juge Ba. Voilà, justement. Il n'y a pas de mandat sans erreur. Mais effectivement, l'erreur peut être insidieusement induite. Pour même salir toute une qualité de mandat, une seule décision peut vous taper à la dernière minute. Et ça, ceux qui ont géré le pouvoir et ceux qui les ont côtoyés le disent. Moi, je ne dédouane pas un chef de l'État qui se fait mentir. Loin de là. Mais j'ai dit, on est habitué dans les palais qu'il y ait des gens qui ne font pas leur boulot, qui pensent que rendre service au prince, c'est d'embellir la situation. On a compris votre position. 15 secondes de réaction, juge Ofava. Il n'y a pas de mandat sans erreur. Moi, je parle, quand on prend l'exemple d'hommes d'État qui ont su choisir leur entourage et qui reconnaissent avoir fait des erreurs, c'est autre chose que des personnes qui ont choisi de se faire entourer par des gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre et qui, même pour des moments où il faut s'attendre à écouter son peuple, préfèrent faire la sélection de ce qu'ils veulent encore entendre. Ce n'est même pas... C'est eux-mêmes l'erreur. Vous voyez de quoi je parle? C'est eux l'erreur. Et souvent, on a eu aussi à la tête de nos États, quelquefois des erreurs. Et en tour de table, on va aborder le dernier sujet qui avait été retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. L'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel est en pleine marche. Les ministres en charge des affaires étrangères des 3 pays se sont concertés à Bamako. Qu'est-ce qui fait encourir les pays membres de l'AES par rapport à cette réelle mise en place, juge Boukma? Non, ils disent que la rencontre, c'est pour opérationnaliser c'est-à-dire l'architecture opérationnelle. Et puis ça vient après la rencontre des experts. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord les experts qui travaillent, après les ministres des Affaires étrangères qui viennent, et maintenant il y a la rencontre au sommet. Et la rencontre au sommet, ce sont les chefs de l'État qui viennent valider ce qui a été fait. Donc c'est sûr qu'après cette réunion des ministres des Affaires étrangères, il y aura la rencontre au sommet des chefs de l'État. Et ça, au moins, c'est clair. Même si ça va se faire en visio, je ne sais pas, ou en présentiel, mais il y aura la rencontre au sommet pour entériner, adopter définitivement cette architecture. Mais c'est sûr que c'est pour donner un coup de fouet à l'AES. Vous voyez que la fédération de Maître de Tambela n'a vraiment pas progressé. C'était morné. Mais là, on sent qu'il y a une volonté d'aller davantage
plus rapidement. Parce que ça évoque les questions de défense, les questions diplomatiques et les questions de développement. Ce sont les 3 axes. À Bamako, récemment, il a encore parlé de fédération avec les 3 pays de l'AES. Lui, il croit à sa fédération. Est-ce que les autres croient à la fédération? Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'AES qu'ils pensent fédération. Ce n'est pas aussi évident. Parce que la fédération engage toute autre chose. Je comprends le Premier ministre. C'est sa conviction. Il est convaincu que c'est la fédération qui peut nous sauver. Il n'est pas seul là à le penser. Il y en a d'ailleurs qui l'encouragent. Avant lui, certains y ont pensé. Les Kwame Nkrumah y ont pensé. À la création de l'OUA, les pères fondateurs n'avaient pas la même vision de l'OUA. Non, n'avaient pas la même vision de l'OUA. Mais l'aile de Oufou l'a emporté sur l'aile de Nkrumah. Donc c'est un débat qui continue et jusqu'à présent ça continue. Mais maintenant, est-ce que dans ce cadre, l'AES, les gens voient fédération? Et quand le chef de l'État, le Premier ministre parlait à Bamako, en ce moment on ne parlait pas d'AES, si je ne me trompe pas. On était sur les questions de fédération. Aujourd'hui, c'est l'Alliance des États du Sahel. Maintenant, qui sont en train de sortir l'architecture. Est-ce que ça va être du fédéralisme ou bien chaque pays reste dans son... puis il y a des projets communs. Je pense que la tendance est beaucoup plus vers ça. Parce que l'architecture dit c'est pour la défense, c'est pour la diplomatie et c'est pour, comment on appelle ça, les questions de développement. Ils n'ont pas dit que c'est pour une fusion, une fédération en tant que telle, non. Donc, mais là, la rencontre, c'est pour poser les bases de cette collaboration, de cette coopération. Et c'est sûr que si les choses s'accélèrent, c'est parce qu'ils veulent donner l'architecture, créer les organes, mettre en place des instances et aller rapidement de l'avant. D'accord. Jojo Fava, depuis quelques semaines, on a tout de même l'impression qu'il y a eu une accélération dans l'opérationnalisation de l'AES. Qu'est-ce qui fait tant courir quand on sait que le 10 décembre prochain, il y a cette rencontre, ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO? La signature de l'AES, c'est septembre. On est en train de faire le trimestre en fait de la signature de cette alliance-là. Maintenant, il faut qu'elle prenne forme de façon concrète, aller au-delà des communiqués de soutien que nous avons très souvent, le Niger nous concernant le Niger, le Mali et autres. Il faut formaliser les choses. C'est pour ça qu'il y a eu d'abord la rencontre des experts. Après la rencontre des experts, il y a eu la rencontre des ministres de l'économie et des finances des différents pays, des 3 pays. Aujourd'hui, on est sur celle des affaires étrangères. Pourquoi? Parce qu'on va crescendo. On a réfléchi, on a planifié. Maintenant, le politique décide avec les éléments qu'il a en termes de vision et on essaie de le mettre ensemble. Je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Et ils vont sûrement aller sur le court, le moyen et le long terme. Et puis, il s'agit de transition. Quand vous regardez même la rencontre des ministres des Affaires étrangères, vous voyez qu'il y a des éléments qui peuvent être opérationnalisés ici et maintenant. Et il y en a d'autres qui sont de l'ordre de vision, qui peuvent prendre même 10 ans, 15 ans. Mais ça ne va plus dépendre d'eux. Et ça, ils en sont conscients. Et je pense qu'ils y vont ainsi. Maintenant, c'est clair que dans une partie de leur tête, il y a la rencontre de la CEDEAO qui est en train de pointer à l'horizon. Et pour des pays comme le Mali, c'est clair que ils ont déjà eu une nouvelle constitution, ils avaient déjà donné une date, ils ont expliqué pourquoi est-ce que pour les élections ils ont décidé autrement. Le Burkina, on sait très bien que les délais qui ont été donnés ne vont pas tenir, donc il faut faire de nouvelles propositions. Pour le Niger, on était encore dans la question de l'acceptation de l'assise du régime, qui pour moi aujourd'hui est un débat qui est dépassé. Qu'est-ce que la CEDEAO décidera par rapport à ça? Donc ça devient 3 pays qui savent qu'ils seront en question. Et ils se disent aussi, on ne va pas attendre que la décision vienne, il faut que nous commencions déjà à trouver des alternatives, à nous trouver des moyens. Et ils le disent eux-mêmes. Vous parliez de la question des ressources, parce que s'ils se mettent ensemble, quelles alternatives ils trouvent? Les ressources financières. La plupart de ces pays-là, ils ont un peu les mêmes économies. Quand vous prenez, à des degrés différents, mais on est pratiquement pareil. Nous, ces premiers produits d'exportation, c'est l'or. Donc, c'est la question des ressources du sous-sol. Prenez le Niger, je pense que le premier produit d'exportation à 47%, c'est l'uranium. Ce qui vient après, ça doit être, c'est l'or. C'est mécanisé. Après, c'est l'huile de palme. Et après l'huile de palme vient l'huile de pétrole, je crois.
quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, vous regardez dans nos nomenclatures, les choses là, nos économies se ressemblent assez. Mais comment on trouve la solution? Alors que le nerf de l'économie, c'est l'énergie. Produit demande de l'énergie. Je crois que c'est une des questions principales. Et chacun de ces pays-là défend fortement d'autres pays qui peuvent prendre la décision de restriction. Donc, il faut que vite des solutions soient trouvées. Et je crois que c'est le fond. C'est le fond aujourd'hui, les défis de l'AES. Point final pour cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci au juge Ofava pour les angles de regard et d'analyse. Merci juge Bernard Bougman pour les clés de lecture. Et c'est essentiel de vous le rappeler, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.